Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier. Donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et pour ce nouvel épisode de la saison 4, on maintient un peu la même trame. Là, vous l'avez vu dans l'épisode de la semaine passée. Là, on a parlé d'un sujet quand même assez central qui a évolué, on l'avait dit. On a enregistré, je crois, le samedi de la semaine passée. Donc les choses bougeaient énormément. Ça ne va pas nécessairement vraiment mieux. Donc encore une fois, là, on continue à extend, comme on dirait si bien en anglais, là, nos meilleurs, nos souhaits de paix et justement de fin à cette crise-là. Mais on va encore une fois aujourd'hui en profiter là, avec deux sujets qui sont encore une fois assez d'actualité là, pour le contexte qui se passe présentement entre la Russie et l'Ukraine, bien évidemment avec l'Europe, les pays occidentaux. Il y a beaucoup de matériel qui sort présentement, beaucoup d'analyses, beaucoup de regards justement économiques, financiers qui sont axés là, justement sur ces fameuses sanctions-là. Donc, on va aborder un petit peu ça aujourd'hui. Aujourd'hui, épisode un peu plus large et un peu plus d'opinion, comme toujours. Là. Donc, je te laisse, Gab, faire le disclaimer, comme toujours, avec une certaine importance, mais avec très peu de compagnies listées qu'on va aborder plus spécifiquement. Le fait que c'est plus large en date d'aujourd'hui. Oui, même si on fera pas vraiment comme jamais, on fait jamais de recommandations, mais ça nous arrive parfois de parler évidemment de titres qui peuvent se négocier. On va pas trop en parler aujourd'hui, en tout cas plus en détail sur des compagnies en particulier. Mais n'oubliez pas tout ce qu'on parle, il ne s'agit que de notre opinion personnelle, il ne s'agit pas d'une recommandation, encore une fois, officielle. On vous invite à prendre toujours contact avec un expert, quiconque est autorisé aussi à vous émettre des recommandations afin de mieux juger votre situation. J'en profite, je mettrai évidemment, non seulement comme d'habitude, vous le savez, en lien les sources qui nous permettent de pouvoir discuter avant de commencer la discussion. Donc, vous le savez, la semaine passée, j'ai vraiment mis des efforts pour justement vous faire une bibliographie parfaite aux petits oignons. Donc, ce sera la même chose pour cette semaine. Et cette semaine, je mettrai aussi peut-être un lien vers une cagnotte, par exemple, pour venir en tout cas en soutien à la communauté ukrainienne. Et bon, évidemment, ce sera à travers évidemment la Croix-Rouge. Donc, vous pourrez cliquer sur le lien pour faire un petit don si vous avez quelques euros, quelques dollars si vous venez de notre côté de l'Atlantique. Donc, évidemment, c'est pas nous qui organisons ça, hein, c'est vraiment une tierce. En tout cas, c'est la Croix-Rouge. Moi, j'ai fait mon effort de mon côté et je pense que Absolument. c'est important de le faire et de continuer évidemment le soutien envers les Ukrainiens qui vivent, je pense, des heures très compliquées. Et, euh, et voilà, et je pense qu'on est prêt donc du coup à lancer le jingle. Qu'est-ce que t'en penses, JP? Exactement. Donc, premier segment, l'instant économie. C'est parti. Parfait. Donc, sujet, comme on l'a dit, là, énormément d'actualité. Là, on veut parler plus largement là, du gaz naturel. C'est un sujet qui, on sait que notre auditoire, là, vous êtes beaucoup au niveau de l'Europe. Donc, c'est un sujet, je crois, qui est énormément d'actualité et qui fait couler beaucoup d'encre en Europe depuis quelques temps déjà et surtout là, avec une amplification assez énorme depuis maintenant plus de 10 jours. On veut vous parler un peu justement de l'axe. Est-ce que le gaz naturel est davantage un joker au niveau de l'Union européenne ou au niveau de la Russie? Dans toute cette espèce de bras de fer qui se joue présentement entre l'Occident et la Russie. Donc c'est un petit peu l'axe qu'on veut avoir. Plusieurs personnes, là, depuis le début, la trame centrale, peut-être encore une fois sans réellement tomber dans le vif du sujet, là, certaines personnes voyaient la Russie comme ayant, en bon français, le gros bout du bâton, comme on dirait au Québec. C'est-à-dire que la capacité de la Russie d'arrêter les fameux pipelines là, qui envoient le gaz naturel vers l'Europe serait significatif comme retour là, des fameuses sanctions occidentales présentement. Ma vision et après analyse, je trouve qu'il y a quand même un intérêt également à voir pourquoi est-ce que l'Europe a également peut-être la capacité de justement rendre leur dépendance assez notoire et on l'a soulevé avec des statistiques là, quand même assez majeures. Là, je pense que c'était près de 40% là, du gaz naturel dans toute l'UE qui était russe. Je pense qu'il y a quand même quelque chose que l'Union européenne peut faire qui, au final, serait une autre forme de sanction ultime que l'Union européenne et l'Occident, d'une certaine manière, imposeraient à la Russie par rapport à la vie collective et publique qui est la Russie a le gros bout du bâton, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. S'ils arrêtent, l'Europe est dans le trouble, on peut plus chauffer les maisons. Je pense qu'il y a quand même un débat à avoir. Comme vous le savez mieux que nous également, là, vous le savez très bien que la Russie, là, ça fait depuis les années 1960 à peu près qu'il y a une installation d'un réseau de pipelines quand même assez notoire, qu'il y a des ententes et des partenariats également très importants avec des pays dont l'Allemagne, là, qui justement, on l'avait mentionné, là, voulait quitter entre autres le nucléaire en ayant là, justement la Russie comme étant un allié clé pour eux.
Donc la Russie a d'une certaine manière là, bâti un réseau qui, encore une fois, était extrêmement basé sur du géopolitique. Maintenant, quand on regarde ça là, avec des décennies plus tard, là. Et c'est quelque chose qu'il faut dire que Washington l'avait toujours soulevé à l'UE et aux différents gouvernements là, de l'Union européenne, que cette interdépendance-là allait potentiellement être un problème à un certain point. C'est sûr que lorsqu'on regardait ça dans la paix d'esprit post-Deuxième Guerre mondiale, on n'avait pas trop d'enjeux liés à ça, là, mais maintenant quand on le regarde, c'est certain que ça devient un problème assez notoire. La prémisse également qui est importante à noter, puis je te passe la parole après ça, Gab, c'est le fait que tu sais, la Russie, au final, et les gestes, présentement, les décisions que leur, entre guillemets, dictateur, euh, Bon, tu sais, là on s'en un va peu, trop sur de l'opinion, mais un peu d'opinion, mais le guillemet était là pour, encore une fois, on s'est mettre un peu compris. d'eau dans le vin, là, mais effectivement, là. Mais c'est quelque chose que le fameux trésor de guerre qui est utilisé présentement, là, on peut assez facilement voir d'où est-ce que ça provient en grande partie quand on considère que sur une base quotidienne présentement, c'est à peu près 500 millions d'euros qui est envoyé de l'Union européenne vers la Russie pour du gaz naturel uniquement, alors que si on parle, ben là c'est certain qu'avec le cours du gaz naturel qui a augmenté, c'est tout à fait normal, mais si on parle au tout début de l'année, c'était à peu près 200 millions d'euros par jour qui passaient justement de l'UE vers les coffres de la Russie. Donc on passe déjà, à mon avis, depuis toujours, si on parlait de 200 millions d'euros pendant la période hivernale où on a besoin de beaucoup de chauffage, c'est majeur. Lorsqu'on est rendu à du 500 millions d'euros, on s'entend que peu importe les sanctions occidentales, peu importe les restrictions qui sont majeures et qui ont un impact énorme sur l'économie russe présentement, certes, il y a quand même des millions d'euros qui continuent à couler. Il y a du gaz naturel qui descend et il y a de l'argent qui s'en va de l'autre côté vers la Russie et qui contribue en grande partie à financer justement les activités militaires assez atroces qu'on voit présentement de la Russie vers l'Ukraine. Donc c'est certain qu'il y a ce débat-là, il y a cet enjeu-là et il y a justement, c'est la prémisse du débat, est-ce que c'est la Russie qui contrôle en disant on peut arrêter justement les exportations de gaz naturel et arrêter d'une certaine manière aussi l'entrée de millions et de millions et de millions d'euros. Et à l'opposé, on a justement l'Union européenne qui, ben, qu'est-ce qu'on fait avec ça présentement? Comment est-ce qu'on peut agir si on veut justement réduire cette dépendance-là? Qu'est-ce que dans l'immédiat, dans les prochains mois, on peut mettre en place, sachant qu'on sait très bien, l'énergie, là, c'est pas quelque chose qu'on peut retourner d'un côté. Là, c'est un débat que l'Union européenne a depuis tellement d'années que la solution va pas être trouvée demain, puis soudainement, ça va être éolien à 70% dans l'Union européenne. On s'entend qu'il y a ce problème-là également. Donc, c'est de voir un peu où est-ce qu'on se situe et qu'est-ce qui va en découler parce qu'il va y avoir une décision qui va arriver à un certain point. On sait que malheureusement, la guerre en Ukraine n'est pas quelque chose qui est digne des films d'action. Là. Ça ne durera pas 2 semaines, malheureusement. Qu'est-ce qui va arriver dans les prochains mois? Quelle va être justement cette décision-là? Il va y avoir une décision au niveau du gaz naturel. Est-ce que ça va être une décision plus favorable qui va être prise avant toute chose par l'Union européenne ou est-ce que c'est les Russes? Comment est-ce qu'une sanction liée au gaz va arriver? Je crois que c'est un des dominos clés dans toute la situation présentement. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses d'ailleurs, Gab. Ouais, bah c'est surtout une arme de négociation. En fait, c'est un instrument un peu de menace, hein, évidemment, l'approvisionnement en gaz, mais faut se rappeler qu'on est dans une relation de dominant-dominé, en fait, mais de deux sens, en fait, parce que c'est très beau, si tu veux, de dire, bon, tu sais, je coupe le robinet de gaz, mais ça empêche, évidemment, l'entrée de devises étrangères qui sont vitales, évidemment, pour la Russie, qui est quand même un très gros importateur, surtout de produits, on va dire, à faible valeur ajoutée, maintenant aujourd'hui auprès de la Chine, mais aussi de valeur à très haute valeur ajoutée et de technologies, on va dire, fondamentales, ou même de technologies industrielles qui viennent plus de l'Europe ou de l'Amérique du Nord, tu vois. Même si, bon, les tensions sont telles qu'elles sont ce qu'elles sont, hein, depuis longtemps, même depuis l'aube de la guerre froide, où bon, il n'y a pas énormément d'échanges entre la Russie et les États-Unis, étant donné que ça a toujours été deux puissances, on va dire quand même pas mal en opposition. Euh, mais c'est vrai qu'avec l'Europe, c'est une relation un peu de chaud-froid toujours en permanence, parce que oui, le gaz naturel est important, tu l'as bien mentionné. Faut rappeler aussi que Vladimir, et c'est là un peu sa faiblesse, on va dire, dans ce truc, c'est que c'est malheureusement pas le seul producteur, et heureusement peut-être, c'est pas le seul producteur de gaz naturel. Je m'étais renseigné un peu avant de commencer l'épisode sur réellement c'est quoi le gaz naturel, mais en fait ça peut venir de plein de choses. Non seulement tu as du gaz qui est dit conventionnel, donc ça c'est dans des poches comme on en trouve en Russie, donc c'est des poches souvent. Évidemment, la Russie a les premières sources prouvées au monde au niveau des sources conventionnelles de gaz qui sont dits non associées, c'est-à-dire où tu n'as pas de pétrole à côté,
Et tu as des sources de gaz naturel qui sont justement à côté des poches de gaz. C'est pour ça que souvent, des pays producteurs de pétrole, par exemple l'Azerbaïdjan, eh ben, c'est surtout et aussi, avant tout, aussi un producteur de gaz naturel, tu vois. C'est la même chose aussi avec l'Algérie. On sait que l'Algérie, c'est un énorme producteur de pétrole, mais c'est aussi, et la Libye aussi, est un énorme producteur de gaz, parce que tu as les deux poches qui se coulent. Et c'est vrai que le nouveau, on va dire, acteur, si tu veux, dans l'industrie du gaz naturel, bah, c'est l'Amérique du Nord. Hein. Pendant longtemps, on pensait que, si tu veux, surtout aux États-Unis, la production était centrée au niveau du Texas, donc qui est quand même un État assez riche au niveau du pétrole. Et depuis quelques années, maintenant, les Américains sont capables de s'autoproduire, si tu veux, ce qui est assez fou. Et évidemment, nous, au Nord, on a évidemment notre très grande force au Canada d'être un pays producteur de pétrole. Et les prix actuels font que c'est beaucoup plus rentable, si tu veux, de réexploiter du pétrole dit de schiste, qui lui vient en fait d'une espèce de roche, de sable dit bitumineux. Donc ça, c'est un peu plus complexe. C'est vrai que ces dernières années, l'extraction, en tout cas du gaz et du pétrole de schiste, était un peu plus complexe, comme on avait des cours de baril qui étaient évidemment beaucoup plus faibles. Or, en ce moment, les cours du gaz naturel, bah là, je crois ils sont mesurés en British Thermal Unit, si je me souviens bien. Là, ils ont augmenté de 35% depuis le début de l'année, évidemment avec les tensions qu'il y a avec la Russie et les sanctions, évidemment, économiques dont on a parlé la fois passée. Et au niveau du cours du pétrole, bon, bah, vous l'avez tous vu à la pompe, le prix de l'essence a quasiment doublé hein, depuis le début de l'année. C'est complètement fou, tu vois. Je crois que le cours du baril a dépassé à l'heure où on se parle les $120 le baril, alors que vous souvenez-vous, il avait pendant très longtemps tourné aux alentours des 70, 60, $70 le baril, et même était passé, vous vous souvenez, dans la première vague à des prix négatifs. Hein. On était dans une période un peu particulière qui faisait que on n'avait plus besoin de pétrole parce que les usines étaient à l'arrêt, bref, et évidemment l'industrie du transport aussi. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, bah là, on est dans une situation évidemment qui est compliquée pour les deux parties, qui est compliquée évidemment pour les Russes parce qu'ils ont besoin de vendre leur pétrole. Or, les sanctions financières font que, bah là, si tu veux, les Européens vont se dire, écoute, on ne fait plus du tout confiance. D'ailleurs, ils ont coupé on en a parlé la fois passée encore une fois, mais du fameux projet Nord Stream 2, donc qui était le dédoublement d'un gazoduc qui existait déjà en fait entre le nord de la Russie à côté de, je crois, de Saint-Pétersbourg, là, donc qui était censé relier en fait Saint-Pétersbourg à Kiel, qui est au niveau de à côté du Danemark, en tout cas, et à côté de Hambourg. C'est un canal qui est assez qui est dans cet endroit assez stratégique, en passant par la mer Baltique et relié évidemment plus tard, évidemment sur les champs de gaz qui sont aux côtés de la mer Blanche et plus loin en fait en Russie, donc vraiment dans le grand nord russe, dans des régions qui sont assez peu hospitalières. Donc tout ça fait que en ce moment on est dans une situation qui est vraiment particulière pour cette industrie du gaz. Et je trouvais ça intéressant que tu mentionnais aussi un autre point qu'il faut rappeler, c'est que l'industrie du gaz, c'est à la différence du pétrole, c'est qu'elle est très saisonnière. On sait que la demande et les prix souvent sont beaucoup plus élevés à l'hiver parce que c'est principalement un outil de chauffage, le gaz naturel, même si il peut être utilisé aussi pour le transport. On appelle ça du GPL, donc du gaz de pétrole liquéfié. Et tu vois, ces applications sont très larges et c'est vrai qu'on a tendance à bien connaître le pétrole parce qu'on en parle. Souvent, on parle du prix du baril, enfin du Brent et évidemment du WTI. Donc le West Texas Intermediate, mais on connaît mal le gaz, l'équivalent côté gaz naturel, même si les deux industries sont très similaires parce que c'est des énergies fossiles principalement. Là. Exact. Puis tu sais, je pense, comme on le disait, là, et c'est pour ça que je pense plusieurs personnes, et j'en faisais partie là, avant de lire là-dessus et de voir justement le débat, je m'attendais très rapidement lorsque les sanctions, et on s'entend, là, ça a été une pente fatale au niveau des sanctions là, occidentales, ça n'a pas pris de temps que, encore une fois, c'est une certaine manière, l'utilité de l'OTAN et le fait que tout le monde se tient un peu main dans la main, là, les sanctions sont arrivées rapidement. Je m'attendais vraiment très vite à ce qu'il y ait quelque chose qui se passe au niveau de justement ce bras de fer au niveau du gaz entre la Russie et l'Union européenne, puis c'est pas arrivé encore et c'est vraiment en lisant que je l'ai compris. Comme tu l'as bien dit, si on parle juste pour mettre fin à la partie sur la Russie, la Russie a besoin de ça, comme tu l'as dit, pour pouvoir continuer à avoir des capitaux qui rentrent ou de l'argent, des devises qui rentrent. Sinon, il n'y a plus d'autres sources. Fait que techniquement, ce besoin-là fait en sorte que ça serait fort étonnant que la Russie décide officiellement de justement couper là, les gazoducs ou d'arrêter le transport, sauf si
il y a une alternative, par exemple, au niveau des pays qui sont proches. La Biélorussie n'a pas un besoin assez majeur, on ne se le cachera pas, donc ça, c'est impossible. Est-ce que la Chine pourrait avoir un intérêt? Je ne connais pas suffisamment au niveau des pipelines qui seraient développés, mais la Chine a encore une fois beaucoup de ressources également, on ne se le cachera pas aussi. Donc, je pense pas qu'il y a beaucoup d'alternatives pour le gaz russe, qui est présentement, et tu l'as bien dit, tu as parlé très brièvement du pétrole également, que présentement, le sujet, c'est ben on arrêterait d'importer du pétrole à peu près dans l'ensemble des pays là, qui font partie de l'OTAN. Donc, c'est pas mal le gaz qui reste l'industrie clé pour la Russie. Donc, je ne m'attendrai pas à ce que, et encore une fois, on verra, le temps le dira, mais je ne m'attendrai pas à ce que ça puisse vraiment être un retour de sanctions de la part de la Russie. À l'opposé, comme on l'a dit, c'est au niveau de l'Europe. Qu'est-ce que l'Europe peut faire pour justement éviter d'avoir cette dépendance-là, pour pouvoir également réduire la quantité de liquidité qui est envoyée vers la Russie à chaque jour et qui est utilisée, on le sait très bien, pas pour reconstruire les rues tranquillement à Saint-Pétersbourg. On sait pourquoi l'argent rentre dans les coffres de l'État et Poutine, on sait très bien qu'est-ce qu'il fait avec. Donc comment est-ce que justement l'Union européenne peut arrêter d'envoyer autant d'argent? Il y a deux éléments quand même assez intéressants qui étaient abordés. Le premier m'a énormément fait rire, puis je le soulève quand même, et encore une fois, pour nos amis de l'autre côté de l'Atlantique, là, vous verrez comment est-ce que vous l'appliquerez, parce que, on tient à le soulever, là, je crois que l'Union européenne parle de présenter un plan le plus détaillé, justement, de la stratégie qu'ils veulent mettre en place pour réduire cette dépendance-là. Je crois que c'est cette semaine qu'ils veulent le publier, là, donc restez attentifs à ça. On va l'être, bien évidemment, là, si jamais il y a un suivi à faire sur ce sujet-là. Mais le premier point était de si l'ensemble des logements et des locaux commerciaux en Europe qui utilisent, dans des pays qui utilisent là, du gaz naturel russe, réduisaient présentement dans la période où il fait plus froid de 1 degré vos thermostats. Techniquement, je crois que c'est 10 milliards de mètres cubes de gaz qui seraient inutilisés ou qui seraient réduits, ce qu'on parle de millions et de millions et de millions d'euros. Donc ça, c'est encore une fois plus anecdotique à mon avis, parce qu'encore une fois, le fait de réduire de 1 degré Celsius, c'est un peu banal, mais ça montre encore une fois le fait que on parle vraiment d'un éventail assez large de qu'est-ce qui peut être fait pour réduire cette dépendance-là, pas seulement de trouver des sources, et ça va être le deuxième point, de trouver des sources d'énergie alternatives, mais également de comment est-ce qu'on peut réduire la consommation courante. Intéressant. L'application va être plus difficile selon moi de cette première option-là. Le deuxième point pour réduire l'interdépendance, tu l'as bien soulevé, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire différemment. Il y a depuis toujours, et tu l'as bien dit, Gab, là, les énergies renouvelables en Europe, c'est très difficile, on se le cachera pas. Là, on est assis au Québec présentement et on a des barrages hydroélectriques, on ne pense même pas Oui, c'est très facile, effectivement, Donc, de donner des exemples. C'est ça, dans des pays, si tu veux, par exemple, nous, on est très chanceux d'avoir, évidemment, un espace qui est quasiment inoccupé où tu peux construire des barrages, évidemment, de nulle part, là. Exact. Fait que c'est pour ça que je crois que c'est cet exemple-là, il n'y a pas de problème au niveau de l'Europe, parce que les possibilités, encore une fois, d'énergie renouvelable sont plus difficiles. On s'entend que l'éolien, c'est pas facile. On s'entend que du solaire, on ne mettrait pas beaucoup de trucs solaires à Londres, par exemple, parce qu'il fait gris à peu près 12 mois par année. Donc, c'est sûr qu'il y a ces défis-là, encore une fois, qui font en sorte que l'alternative vers du renouvelable, très compliqué. L'alternative vers le nucléaire, on s'entend qu'il y a plusieurs pays, on l'a nommé, l'Allemagne, qui ont décidé de vraiment juste complètement bannir ça. Donc, il n'y a pas beaucoup de capacité de plus-value à dire, OK, on peut réduire le gaz et aller vers du nucléaire. Le charbon, il y en a, mais comme on le dit souvent, je crois pas qu'il y a beaucoup de pays qui ont intérêt à faire, en bon anglais, spiker leur utilisation du charbon. Donc, c'est certain que cet aspect-là est plus compliqué. Donc, si on regarde ce qui est abordé, et c'est probablement ce qui va sortir dans le plan, c'est qui peut nous fournir, tu l'as bien dit, Gab, du gaz naturel sous d'autres formes, dont la forme liquéfiée. Et tu l'as bien soulevé, les pays nommés, tu as parlé de l'Azerbaïdjan avant toute chose. Les États-Unis, qui ont déjà commencé à faire des routes par bateau à travers l'Atlantique depuis quelques temps, mais qui pourraient potentiellement en fournir davantage de par le fait, comme tu l'as dit, qu'ils sont autosuffisants, mais que les États-Unis ont des alternatives, bien évidemment, comme le Canada en a également. Donc, le fait d'être en mesure de mettre des bateaux dans l'eau davantage et surtout de faire transférer le gaz naturel liquéfié de l'ouest surtout, parce qu'on s'entend au Canada, c'est surtout l'Alberta, par exemple, qui est à l'ouest, et tu parlais du Texas qui est à l'ouest également, donc comment est-ce que tu transfères ça vers des ports maritimes de la côte est idéalement, parce que c'est pas super si tu pars vers le Pacifique pour te rendre en Europe, là, on se cachera pas. Donc il y a ce défi-là, et encore une fois, l'Azerbaïdjan et le Qatar, c'est pas non plus les routes les plus faciles à faire toujours par bateau, dans la logique où les zones... les eaux territoriales présentement sont quand même assez protégées, et surtout on sait qu'il y a la fameuse mer Noire qui est un bordel absolu présentement, là. Donc c'est certain que la meilleure solution est de voir vers des alternatives. On le dit, c'est pas dans une semaine, dans 2 semaines selon moi que la dépendance, le 40% va pouvoir être réduit au niveau de l'utilisation du gaz naturel russe dans l'énergie, la grille énergétique européenne.
Mais il y a quelques alternatives et surtout, je crois que c'est encore une fois dans le renforcement là, des relations des pays occidentaux et de l'OTAN and friends, si on peut dire, l'Azerbaïdjan, Qatar, etc., qui a quand même des possibilités, mais pas dans l'immédiat. Et surtout, on l'a dit, la fin du besoin ou de la haute saison s'en vient. On arrive bientôt vers l'été. On a un petit buffer pour trouver, mais il va vraiment falloir qu'il y ait des mouvements assez conjoints et énormes qui soient faits durant l'été pour arriver justement l'année prochaine et justement que ce bras de fer-là tourne à l'avantage de l'Union européenne. C'est pas une garantie, sauf s'il y a effectivement un plan et des actions très posées qui sont mises en place dès maintenant, je crois. Donc c'est ce qui est intéressant à suivre, mais ça montre encore une fois le fait que c'est les deux côtés. Il y a quand même une possibilité pour l'UE de l'utiliser comme une sanction et non que ce soit seulement la Russie qui ait un retour de sanction. Ouais, et puis après, je trouve ça intéressant que tu aies mentionné l'Azerbaïdjan. C'est vrai qu'on sait que c'est un pays qui est entre guillemets a un côté chaud-froid, si tu veux, avec l'Europe, avec l'OTAN, étant donné que c'est un allié de la Turquie, principalement, étant donné que les Azéris sont, on va dire, comment dire, c'est le même peuple, en fait, à l'origine que les Turcs, en fait, sont des peuples d'Asie centrale, donc sont un peu comme des cousins, un peu comme Français, par exemple, les Québécois ou Belges, par exemple, on serait un peu c'est un peu la même relation qu'ils ont, donc on sait qu'il y a eu le conflit au Haut-Karabakh il y a même pas un an, donc qui est passé très inconnu, je te dirais, dans la presse mainstream, je te dirais, ou dans l'actualité courante, mais pourtant on le sait bien que l'Arménie s'est faite écraser complètement par l'Azerbaïdjan, aidé par par des milices turques. Enfin, c'est un contexte qui est un peu particulier qui fait que l'Azerbaïdjan, oui, a quand même cette force-là, si tu veux, de pouvoir te livrer du pétrole, du pétrole et du gaz naturel, mais c'est vrai que ça demanderait évidemment des investissements considérables, puis aussi de construire en tout cas des gazoducs via l'Iran, parce qu'on sait que la frontière en fait entre l'Azerbaïdjan et la Turquie, pardon, pas la Turquie, l'Arménie est fermée en fait depuis les années 90, donc tu peux pas passer par là. Donc il faudrait passer par l'Iran, repasser par l'enclave de Nakhitchevan qui est dans l'Azerbaïdjan, et puis repasser vers la Turquie pour finalement exporter vers l'Europe. Tu vois, ça, tu rajoutes des partenaires. Plus tu as de partenaires dans l'affaire, plus c'est compliqué. C'était la même chose avec la Biélorussie. Il faut rappeler que avant d'être le petit toutou de Poutine, Loukachenko était quand même pas mal en opposition avec Vladimir et Boris Eltsine dans les années 90 parce que il y avait cette négociation chaud-froid. Loukachenko chargeait en fait à Moscou des droits de passage qui étaient en fait une source de cash considérable, comme l'Ukraine d'ailleurs sous Yanukovych à l'époque. Et ça faisait que c'était un outil, si tu veux, de business en fait entre les deux pays, mais qui créait en fait cette espèce de barrière protectrice en fait qu'émet en fait Vladimir Poutine, qui d'ailleurs c'est un de ses objectifs principaux dans cette campagne d'Ukraine, tu vois, avec cette invasion là. Donc c'est toujours des enjeux, si tu veux, de pouvoir, hein, de savoir, tu essaies de limiter ton nombre d'intermédiaires et tu essaies de passer par des TI tiers qui pourraient te la mettre à l'envers pour pas être vulgaire. Et cette relation-là fait qu'aujourd'hui, on se pose des questions. Est-ce qu'il y a des alternatives? Oui, c'est compliqué. Tu l'as bien dit, au Canada, je trouvais ça bien aussi que tu l'aies mentionné. Le Canada, c'est un peu particulier parce qu'effectivement, on est un producteur évidemment de gaz très important, mais on a de la difficulté à exporter en fait du gaz de l'Ouest, effectivement, vers l'Est. Ça nécessiterait en fait des investissements pareils considérables dans des gazoducs et des pipelines, mais qui sont très critiqués en fait par la plupart des provinces canadiennes qui refusent en fait d'avoir des investissements, peut-être par démagogie ou par démagogie, politisme ou par manque d'ambition. Ça c'est à vous de juger, hein, rendu là. Moi je pense que c'est plus un manque de vision ou de stratégie. Ouais, tu sais, au Canada, c'est le débat politique constant, justement, où les provinces de l'Est, principalement le Québec et l'Ontario, ont de l'hydroélectricité. Donc, le fait qu'on considère qu'on a les mains vertes et on est très énergétique, on n'a pas le goût d'avoir, justement, les énergies fossiles de l'Alberta qui passent dans notre cours au final, alors que, techniquement, on a des nationalisations de notre énergie. Donc, je pense que c'est un débat très aussi, on s'entend canadien-anglais, canadien-français, et je pense que c'est un fondement qui... Tu sais, ça arrivera pas demain, on s'entend, là, si on veut que l'Europe dispose là, de gaz naturel canadien plus facilement, c'est certain que je pense pas qu'il y a un pipeline qui va être réglé dans les 15-20 prochaines années au Canada. C'est trop compliqué, puis c'est un enjeu effectivement électoral, etc., Exact. qui est des enjeux de conciliation entre provinces, qui fait que
trop compliqué à l'heure où on se parle, même si je sais qu'il y a actuellement des petits pipelines, mais qui ne supporteraient pas la capacité de faire de l'exportation de masse comme ça peut le faire. Je sais qu'en tout cas, à côté de Québec, tu as un terminal, je crois à Lévis, justement, tu as un terminal Absolument. pétrolier qui est important régionalement, mais à niveau national, c'est évidemment beaucoup trop limité. Pareil pour, tu vois, Montréal a une raffinerie très importante dans l'est de l'île, pour ceux qui ont eu l'occasion d'y aller. Mais ces raffineries-là, beaucoup ont fermé dans les années 80 parce que justement, tu as plus cette... T'as un manque d'infrastructures, un manque de possibilités de développement justement sur l'île de Montréal parce que tu as eu beaucoup d'opposition politique justement sur ce sujet-là. Je sais que le Terre-Neuve et Labrador, donc qui est notre province qui est la plus à l'est en fait, en tout cas au Canada. D'ailleurs, c'est assez rigolo. J'ai découvert ça. Je change complètement de sujet. Tu m'excuses. Ils ont une demi-heure de décalage avec nous. C'est assez. Ils ont 1 heure et demie de décalage. Tu vois, je crois que c'est un cas unique dans le monde. Euh, et ils veulent construire, en tout cas, augmenter leur capacité, en tout cas, évidemment, de terminaux pétroliers de gaz liquéfié, parce que tu n'auras pas le choix de liquéfier le gaz à un moment donné pour pouvoir le transporter par bateau. Mais malheureusement, tu as un manque de vision politique, et je pense un manque, évidemment, de vision à long terme stratégique. Tu vois, notre indépendance énergétique, et ça, je pense que on pourrait en faire un place au débat de 3 heures en conférence Mhm. si on le souhaitait, mais c'est un enjeu critique aujourd'hui et je pense que l'Europe elle doit se poser des questions. Dernier point, puis je te promets, je me tais parce que je me répète malheureusement, mais il y a un dernier point que je trouvais très intéressant que tu as mentionné. Comment réduire ta facture énergétique? J'ai 25 ans, ça fait 25 ans que j'entends ça à chaque semaine dans les médias français particulièrement. On nous parle d'isolation des logements, de comment dire, de couverture thermique, de comment dire, de biomasse, etc., de solutions qui existent, mais que personne n'y pense, tu vois. La géothermie aussi, on en parle beaucoup, beaucoup, c'est un sujet qui est hyper intéressant, et pourtant j'ai l'impression que tu as un manque de vision sur ce truc-là. Quand je vois ici, et là je repars dans l'Amérique du Nord, là, même mon appartement, tu vois, quand je vois le manque d'isolation des logements, c'est terrifiant. Tu vois. On est aujourd'hui dans des sociétés où les parcs immobiliers sont de très mauvaise qualité, souvent où tu as c'est des passoires thermiques, on appelle ça exactement. Et je pense que ce serait un investissement de très grande qualité aussi d'avoir déjà des logements qui sont capables de retenir leur chaleur déjà et la chaleur que toi, ton corps produit. Et je trouve ça vraiment dommage que tu vois, on parle de ah bah baisser votre couverture thermique de 1 degré, ça devrait pas être une solution proposée par un politicien. On devrait dire on doit faire des investissements pour que les rénovations et que les maisons consomment moins en fait et perdent moins d'énergie. Et par exemple un truc tout bête, mais quand je vois qu'il y a des gens parfois qui laissent leur porte ouverte alors que tu vois il fait bon, nous, on est un peu un cas d'exception, il fait -10. À l'heure où on se parle, il fait un peu plus chaud aujourd'hui, à l'heure où on vous se parle, mais où d'habitude au Québec, il fait -10 dehors, les gens qui laissent leurs fenêtres, ils referment. Bah, tu vois, tu viens de perdre de la chaleur, du joule, de la calorie, si tu veux, inutilement. Ouais. Donc, bref, c'est. Mais c'est beaucoup, je pense, l'absence de questionnement. Alors, encore une fois, c'est très le cas au Canada, mais je pense que c'est le cas un peu en Europe. T'sais, on se pose pas beaucoup de questions sur l'utilisation énergétique, sauf dans des contextes comme présentement où on voit clairement qu'il y a des enjeux géopolitiques significatifs liés au fait C'est que dommage. j'ai décidé exactement de mettre mon chauffage à fond pour passer au travers de l'hiver, par exemple. Donc, c'est sûr que ça va être à valider, mais un sujet très intéressant. Là, on en a parlé pendant près d'une demi-heure déjà. Comme on vous a dit, là, c'était très Union européenne. Là, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Suivez, encore une fois, le plan qui devrait être annoncé cette semaine en grande pompe. On risque, bien évidemment, là, d'en prendre connaissance et de voir s'il y a un suivi à faire là-dessus. Mais c'est le bras de fer final. C'est celui qu'on va attendre, encore une fois, et qui risque, à un certain point, d'avoir un dénouement soit plus pro-Union européenne ou pro-Russie à suivre. Mais passons maintenant à notre deuxième segment, un place au débat. Parfait. Donc, place au débat et ça aurait pu être aussi un au son de la cloche, là, mais encore une fois, on est très, je pense qu'on on est un peu beaucoup dans l'opinion et vous l'avez probablement vu dans les deux Ouais, derniers épisodes. C'est normal, je pense que tout le monde qui nous écoute également pouvait avoir vos propres opinions. C'est une période quand même assez notoire pour l'objectivité des sujets présentement, là. Donc, on veut parler un peu plus globalement là, de l'exode commercial de Russie là, qu'on a vu. C'est encore une fois un autre sujet énormément d'actualité. Un sujet qui, on se le cachera pas, à chaque jour de la semaine qui vient de se terminer, a amené des nouvelles compagnies d'ampleur à prendre des décisions commerciales pour un retrait progressif ou immédiat
de Russie. Donc il y a quand même un intérêt assez notoire. Plusieurs personnes, encore une fois, de cet exode-là qu'on remarque, la Russie a également agi en contrepartie en disant qu'il ne pouvait pas y avoir de désinvestissement. Donc la sortie des capitaux est extrêmement limitée présentement de Russie, justement. Et tu l'as bien soulevé, Gab, avec le fait que la liquidité ne peut pas sortir. Littéralement, ils ont tellement de problèmes pour la stabilité de leur économie que si en plus les compagnies décident de faire des désinvestissements significatifs, c'est sûr que c'est un problème. Donc il y a énormément de restrictions là-dessus qui vont peut-être refroidir les ardeurs de certains. Mais dans plusieurs industries, puis j'en nomme quelques-unes, puis Gab, par la suite, tu pourras reprendre là, avec des détails plus probants là, de quelles actions ont été posées. Lorsqu'on parle de l'industrie automobile, les géants que sont Toyota, Volkswagen, les américaines Ford également, GM, etc. Dans l'aviation, Boeing et Airbus, on n'a pas besoin d'en nommer beaucoup d'autres, ça fait pas mal le tour des compagnies clés, des tech et tout ce qui est communication, là, des Facebook, Twitter de ce monde, Apple. Ont également agi pour limiter, surtout encore une fois au niveau de la désinformation, on ne se le cachera pas. Dans l'énergie, bien évidemment, le British Petroleum, Total, encore une fois pour nos amis français qui ont également... Total Énergie, monsieur. Total Énergie, effectivement, depuis le changement où ils ne font plus seulement du pétrole, mais qu'ils font presque seulement du pétrole, mais qu'ils font semblant de ne pas faire seulement du pétrole. Mais bon, on va pas tomber sur le sujet. Financier, Mastercard, Visa, ça c'est quelque chose que Gab, tu risques de vouloir parler énorme comme décision de leur part. C'est assez significatif. Dans le monde du détail, Ikea, là, qui est quand même assez important parce qu'on a cette compagnie à cœur respectivement. Et on est surtout accro en fait aux boulettes de viande, même qui sont en rupture de stock. De stock ici, mais bon, ça c'est des problèmes d'approvisionnement qui ne font qu'empirer. On fera pas un autre épisode sur les chaînes d'approvisionnement. Et sinon, au niveau de l'industrie du transport maritime, il y avait Mars, qui est une compagnie énorme, qui également là, a arrêté complètement les réservations de cargo là, à partir de la Russie, là, donc assez notoire encore une fois pour un pays qui a énormément besoin de transport de cargo, surtout pour des ressources par voie maritime quand des pipelines sont comme sous enjeu, comme on l'a dit dans la première partie. Donc c'est un peu un portrait de quelles industries, quelles compagnies, et encore une fois c'est tous des grands noms, mais le fait encore une fois, et c'est ce qui est intéressant, que les sanctions qui étaient imposées par les pays en premier niveau se sont également reflétées présentement au niveau commercial, au niveau des compagnies. Donc il y a encore une fois cette fameuse, cette main dans la main là, occidentale et de l'OTAN se transforme bien au-delà de la politique, c'est quand même assez intéressant à noter. Ouais, après, ce qui est assez drôle dans cette situation et ce que je trouve assez ironique du côté, évidemment, de ces compagnies-là qu'ils ont quittées. Alors, ce qui est assez... première anecdote, et je dirais plus ressenti personnel vis-à-vis de ce sujet-là, c'est que les premières compagnies à avoir quitté, en fait, officiellement la Russie, c'est quand même pas mal des compagnies françaises, en fait, étrangement. Je sais que Renault, en particulier, a arrêté évidemment l'exportation de ses véhicules vers la Russie, mais aussi les grands noms aussi du luxe. On sait que la Russie, au niveau du tourisme et au niveau du PIB et on va dire des importations de produits de luxe, c'est 1 milliard par année pour la France. Ce qui est énorme, hein. Tu vois, par exemple, les grandes maisons de couture, les grandes maisons de luxe, donc, bon, tu sais, moi, je vais dire un groupe, mais LVMH, par exemple, donc avec Louis Vuitton... NSI et comment dire en tout cas toutes ces grandes marques-là. Conglomérats, oui. Exact, Cartier, Bulgari, etc. Donc je crois qu'appartient à Keurig, donc avec François Pinault. Donc pareil, on quittait complètement le sol aussi. La Durée, etc. Donc des grandes chaînes. Ça c'est ça qui était assez drôle. Et tu vois, Air France, pareil, était une des premières compagnies à arrêter complètement ses vols vers l'aéroport de Domodedovo, si je ne m'abuse, donc à Moscou, tu vois. Donc il n'y a plus vraiment de liaison commerciale. Et de l'autre côté, évidemment, il y a eu l'interdiction pour les avions russes, tu veux, de passer par l'espace aérien européen, chose qui a été répliquée de l'autre côté, ce qui fait qu'aujourd'hui, faire, par exemple, c'est con, mais un Paris, New Delhi, il faut que tu passes par la Géorgie, puis repasser... par l'Azerbaïdjan pour pas traverser l'Iran, etc. Enfin, c'est devenu un peu un bouxon quand même sans commentaire, je te dirais, pour juste faire un pari d'élite. T'es obligé de passer par un petit chemin parce que l'espace aérien russe est assez intéressant. D'ailleurs, il y avait une vidéo, si je ne m'abuse, de Wendover Productions, justement, là-dessus, que j'avais trouvé plutôt drôle et qui fait tout son sens aujourd'hui. L'espace aérien russe est évidemment un terrain de négociation et pendant l'époque de l'URSS, c'était un vrai problème, tu vois, pour les compagnies. Pour, par exemple, faire un Paris-Pékin, par exemple, tu n'avais pas le choix de passer par Anchorage, donc en Alaska, et c'était un hub régional. Bon, depuis, c'est plus le cas parce que
Anchorage avait juste cet intérêt d'être un arrêt d'essence, un peu comme Singapour à l'époque pour les... Singapour l'est toujours et Hong Kong pour les vols internationaux vers l'Australie, par exemple, ou la Nouvelle-Zélande. Et ça fait que voilà, tu as cette arme de négociation, ce qui fait un peu du sens par rapport à la première partie. Deuxième point que je trouve drôle, c'est quand même beaucoup de ces sanctions sont principalement financières. C'est bête, mais Apple, ils n'arrêtent pas leur vente, évidemment, de produits juste par patriotisme américain. Il y a peut-être une partie comme ça, aussi une histoire d'image, mais je pense principalement c'est parce que la rouble ne vaut plus rien. Si tu veux, ils auraient dû ajuster tous leurs prix et faire que du jour au lendemain, des prix augmentent de 30%, ça passe de, je sais pas, de 1000 roubles, j'en ai aucune idée combien ça vaut, là, une rouble, je crois que c'est à peu près 130 roubles, à peu près, je crois que c'est $1 américain, donc ça veut dire que tu aurais dû augmenter à peu près, même de 50% tes produits du jour au lendemain, ça marche pas, tu peux pas faire ça, et au lieu d'aller couper, faire des coûts inutilement pour ramener de l'argent aux États-Unis pour quasiment rien, mieux vaut arrêter ces opérations le temps que les choses se résolvent. Et bon, c'est vrai que ça va être un peu compliqué de ce côté-là. Et je pense que c'est ça. Et le troisième, ce que je trouvais intéressant, c'est sûr que les réseaux de paiement électroniques, ça va pousser évidemment énormément de changements au niveau dans la société russe. Donc comment on utilise les monnaies. J'entendais dans C'est dans l'air, une excellente émission que je ne peux que recommander d'écouter tous les jours. Moi, c'est une des rares émissions que j'écoute quasiment tous les jours avec des gens, des orateurs en tout cas de très grande qualité. Tu vois, il y avait un type, donc un russe, qui nous parlait, qui disait ça faisait plus de 5 ans que j'avais pas pris de l'argent en papier, si tu veux. Parce qu'aujourd'hui, la société russe était très digitalisée, comme l'était la plupart des sociétés européennes, là, avec le PayPass, etc. Moi, aujourd'hui, personnellement, si tu m'enlèves mon PayPass et mon Apple Pay, je suis quand même pas mal dans la merde, là. Ben exact. Puis, je pense que c'est, comme tu l'as dit, les plus notoires, là, au-delà, bien évidemment, de l'image, comme tu l'as si bien dit également, là, de la logique politique. Là, on s'entend qu'il y a plusieurs compagnies également qui vont aussi supporter les gouvernements en place. Je pense que le plus majeur, tu l'as dit, c'est le financier. Là. C'est celui également qui était le point central des sanctions politiques, entre guillemets, qui est imposé, mais le fait commercial maintenant, je crois que les plus notoires, comme tu l'as dit, vraiment Mastercard et Visa, avec le fait qu'au final, présentement, les systèmes de terminaux, il n'y en a plus. Là, ça marche pas. Tout ce qui est hébergé par Mastercard et Visa, ça ne peut plus être utilisé. Les cartes ne peuvent plus également être utilisées. Et tu l'as dit, c'est vraiment dans la même logique. Le point central de tout ça est d'assurer, encore une fois, d'une certaine manière, que les liquidités soient sorties, justement, les roubles soient dans les poches des Russes. Parce que si les roubles ne sont pas dans le système, on sait que l'argent est c'est le sang du système sanguin qui est le système financier et économique de la Russie. C'est ce qu'ils veulent au final. C'est vraiment qu'il y ait, encore une fois, cette espèce de déconstruction indirecte. Et encore une fois, les sanctions politiques n'étaient pas suffisantes. D'où le fait que plusieurs compagnies l'ont fait. Tu l'as dit, et je pense que c'est un excellent point. L'image était la clé, bien évidemment. Ça, c'est certain que pour plusieurs compagnies, là, les revenus que l'économie russe, qui est quand même relativement petite, rapportait ne valait pas justement la perte ou le risque pour leur branding. Mais également, comme tu l'as dit, la logique, c'est plus vraiment rentable tant que ça, surtout dans la logique on connaît déjà présentement que ces compagnies-là, dans la majorité, ont des problèmes avec les chaînes d'approvisionnement. Donc, c'est déjà hyper compliqué d'envoyer des produits vers la Russie, déjà là comme premier point, donc et c'est aussi beaucoup plus coûteux que ce l'était à cause des délais qu'il y a, mais en plus de ça, tu le dis, c'est un peu le bordel avec la devise, donc les coûts sont en hausse à cause de ce qui se passe et ce qui se passait même avant la crise en Ukraine, et de l'autre côté, tu as les revenus qui sont littéralement volatiles à gauche et à droite par des problèmes épouvantables avec l'inflation, donc c'est vrai que l'intérêt global financier et en termes d'image n'était plus là, d'où le fait justement que cette effervescence-là des sanctions commerciales de cette semaine était tout à fait logique, et tout à fait logique également que des concurrents notoires dans la majorité des plus grandes industries, encore une fois, qui font affaire en Russie, se sont tous alliés dans la même manière. Au final, c'était tout à fait logique et cohérent. Cet exode-là, encore une fois, j'ai hâte de voir jusqu'où ça va aller. Je crois que la première vague était quand même assez significative, que je ne vois pas trop jusqu'où ça peut se poursuivre, mais il y a quand même beaucoup d'intérêt. Surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est au-delà de la fermeture de magasins, au-delà de la réduction ou l'arrêt des activités, c'est beaucoup justement ce qu'on s'est parlé ou ce que j'ai fait un petit topo au tout début, là, mais le désinvestissement. Il y a beaucoup, encore une fois, de compagnies qui avaient des parts dans des énormes compagnies, surtout au niveau des ressources, là, qui avaient des parts assez importantes qui veulent justement s'en départir. Là. Je pense que c'était le cas de BP justement, là, qui voulait vendre leur part de 19,75% dans Rosneft.
qui est la plus grosse compagnie russe là, au niveau du pétrole. Donc, c'est surtout ça que j'ai hâte de voir. Justement, ces désinvestissements-là, on s'entend qu'il y a eu une fermeture complète là, des bourses là, au niveau de la Russie la semaine passée. Là, donc, déjà, ça n'aidait pas. Les désinvestissements, et comme j'ai dit, c'est de voir comment est-ce que ça va être mis en place, ceux-ci, sachant que l'exode des capitaux est restreint présentement en Russie. Donc, j'ai quand même hâte de voir. Encore une fois, je pense que le premier rideau est intéressant, mais celui qui va réellement faire mal avec justement le retrait là, de parts ou le retrait d'investissements significatifs de l'externe, c'est ça que j'ai hâte de voir. C'est ça que j'ai hâte, surtout les suivis qui vont être faits là-dessus. J'ai vraiment un fort intérêt à voir là-dessus. On suivra encore une fois le sujet plus largement. Le but était de faire un petit topo final là-dessus, vu que c'était énormément d'actualité. Mais il y a quand même beaucoup d'intérêt. Celui qu'on n'a pas trop parlé, et on se le cachera pas, c'est le domaine médiatique. Là. Je crois que n'importe quelle compagnie qui offre justement une forme de distribution qui inclut des nouvelles liées justement à la principale chaîne là, de médias, là. Encore une fois, c'est très lié à Poutine, on se le cachera pas. Là. C'est très étatique. Russia Today, tu vas me dire, Exactement. et Sputnik, les deux... Mais ils sont pas enfin c'est pas une chaîne, ils sont financés par le gouvernement russe, mais c'est vrai qu'effectivement ils ont eu des positions exact, l'information qui est partagée est relativement cool de source par rapport au Kremlin. Ouais. C'est honteux. Genre j'ai eu l'occasion de lire effectivement et d'écouter dans les dernières semaines le traitement. Enfin t'avais des gens qui ouvertement nous racontait qu'il y avait des missiles nucléaires de l'OTAN qui étaient stockés en Ukraine, ce qui était évidemment complètement faux, c'est de la fake news, tu vois. C'était même pas c'était même pas du journalisme, si tu veux, vérifier. Alors que j'ai beaucoup d'admiration, d'ailleurs, j'en profite, c'est un dernier message que je passe, parce que je vois que l'horloge tourne, vraiment désolé JP, là, mais... je tiens à rendre un petit hommage quand même à ces journalistes de terrain, là, ces reporters de guerre, qui nous envoient des images, je trouve, exceptionnelles, puis je veux dire, qui mettent vraiment en danger, si tu veux, la vie de ces journalistes-là. Alors, franchement, chapeau, là, on a suivre un conflit comme celui où tu as des bombardements tous les jours, et ce genre de truc, c'est quand même assez exceptionnel. Alors, franchement, chapeau, je peux que avoir mon admiration pour ces gens-là. Exact, et la guerre d'information, c'est pour ça que c'est important là, dans l'exode commercial d'en parler, mais la guerre médiatique et d'information est presque aussi significative dans l'ère qu'on est présentement. On s'entend, on est très loin de l'époque, là, maintenant tout peut être filmé, et tu l'as dit, je crois d'ailleurs qu'il y a un journaliste britannique, une équipe de reportage britannique qui a été tombé, justement, s'est ramassé au milieu de tirs, et justement, ils ont été blessés par balle et ont été ramenés d'ailleurs, je ne me trompe pas, en Grande-Bretagne. Mais tout ça pour dire que je crois que c'est assez significatif, justement, que la majorité des compagnies médiatiques de l'OTAN ou des pays de l'OTAN ou de l'Occident, encore une fois, font attention à la désinformation et assurent, encore une fois, là, énormément de publications et d'images et d'informations sur ce qui se passe. Je pense que c'est très important. Je pense également que c'est ce qui permet justement de voir la résilience ukrainienne qui est assez importante justement pour continuer à nourrir justement cette solidarité occidentale qui est, comme le dirait si bien Macron et l'ensemble des chefs politiques, là, qui est justement la clé de ce qui va se passer dans les prochains mois et de, espérons-le, la victoire ukrainienne, la victoire de l'OTAN là, par rapport à toute cette histoire-là qui est assez dramatique. Donc, comme toujours, on verra. Là, c'est certain que s'il y a d'autres compagnies d'envergure là, qui font des démarches, ou bien surtout, comme on l'a dit, là, tout ce qui est des investissements, je pense qu'il y a des intérêts sur des cas de figure qu'on pourrait aborder plus en détail. Pour l'instant, encore une fois, c'est très préliminaire et comme on l'a dit, les bourses sont ouvertes dans les prochaines heures ou présentement. Là, il est un peu tard, on enregistre ça le dimanche soir. Donc, les bourses, je crois, rouvrent en ce lundi en Russie. Donc, ça va être intéressant de voir justement de la parole aux actes. Mais on aura le temps d'en parler dans un autre épisode. Donc, c'est ce qui va conclure l'épisode d'aujourd'hui. Petite addendum, la bourse russe ne rouvrira pas avant le 9 mars. Donc, normalement... Ça a encore été prolongé. Bon. Ça a encore été prolongé, donc... pour te dire que même, tu vois, même par exemple les ETF, par exemple de Russie, ils ont c'est déjà intégré, si tu veux, comment dire, évidemment la plongée évidemment des cours à peu près à moins 75% depuis le début de l'année, ce qui est un peu une catastrophe, mais bon. Je pense que je te laisse je pense pour une fois d'ailleurs, JP, tu vas avoir l'honneur de faire le mot de la fin. Qu'est-ce que t'en penses? Absolument, donc je le fais de manière sporadique, là, très rare, mais ça vaut toujours le fait de le faire, là, surtout dans des épisodes où Gab a eu des envolées littéraires et verbales sur l'Azerbaïdjan. Donc effectivement, là, on vous remercie comme toujours pour vos écoutes, là, toujours super apprécié. Comme on l'a dit, on adore faire le podcast, c'est par passion qu'on le fait.
Mais on aime beaucoup là, justement mettre notre grain de sel d'opinion et de fait, encore une fois, sur la situation qui se passe présentement. Je pense qu'il y a énormément de matériel. Donc, comme toujours, si vous avez des sujets ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre soit sur notre adresse courriel, comme toujours, ou par YouTube, qui est un peu le vecteur de commentaires par excellence, là, étant donné que je sais que vous n'êtes pas beaucoup à nous écouter sur YouTube, c'est tout à fait normal. Les backgrounds de Gab sont très pertinents, mais encore une fois, c'est très rare qu'on s'assoie devant cela. Pour mieux nous écouter, comme toujours, n'hésitez pas à aller sur Spotify, Apple Podcasts, Overcast, etc. Donc, toutes les bonnes plateformes de podcast. N'hésitez pas aussi à mettre, je crois que justement, là, je le mentionne souvent, là, mais le système d'étoiles ou justement de review en anglais là, est beaucoup mieux qu'il était. Donc, n'hésitez pas à justement le faire. Les commentaires n'existent toujours pas et ça, je le déplore. Mais bon, comme on l'a dit, ça fait bientôt 2 ans qu'on fait le podcast et ça a évolué. Donc, on espère qu'un jour, tout va être intégré et que YouTube deviendra une plateforme secondaire pour nous. Mais n'hésitez pas également à vous abonner sur YouTube si jamais vous voulez avoir des notifications. Et comme toujours, on vous remercie pour votre écoute aujourd'hui et on vous souhaite, et je te souhaite également, Gab, une bonne semaine et on se reparle assez vite pour le prochain épisode. Salut tout le monde, merci JP.